Bonsoir, merci d'être à ce rendez-vous. Voici les principales informations de ce jour. « 20 ans déjà depuis que Rafiq Hariri a été assassiné. Le paysage politique libanais a bien changé depuis. La configuration régionale aussi, avec des airs de déjà-vu, des airs d'un certain 14 mars 2005, Beyrouth a célébré le souvenir de Rafiq Hariri et le retour de Saad Hariri sur la scène politique. Premier ministre à 2 reprises entre 1992 et 2004, Rafiq Hariri a été tué à Beyrouth le 14 février 2005 dans un attentat suicide à la camionnette piégée qui avait fait 21 autres morts. En 2022, le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban a condamné par contumace 2 membres du Hezbollah à la prison à perpétuité pour cet attentat à l'issue d'un long procès. Sous le slogan « Pour les 20 ans, nous revenons sur notre place », la place des Martyrs dans le centre-ville de la capitale, la commémoration du décès de Rafiq Hariri a eu lieu. Dans son premier discours depuis 2022, Saad Hariri a déclaré d'emblée « Vous avez expulsé le régime Assad du Liban il y a 20 ans et aujourd'hui, le peuple syrien héroïque a expulsé Assad de la Syrie, estimant que si la justice de la terre n'est pas accomplie, la justice divine est inévitable. » Il a exprimé le désir que des meilleures relations soient entretenues avec la nouvelle Syrie, des relations fondées sur l'égalité entre les États dans le respect total de la souveraineté et de l'indépendance. Abordant la situation au Liban, il a affirmé assumer une partie de la responsabilité des crises majeures que le Liban a traversées au cours des 20 dernières années. Il a reconnu qu'aujourd'hui, le Liban a une chance en or sous l'égide des présidents Aoun et Salam, affirmant son plein soutien à l'entreprise de reconstruction envisagée. En octobre 2019, Saad Hariri avait démissionné sous pression populaire quelques jours après le début du soulèvement de la société libanaise contre une classe politique accusée de corruption en pleine crise économique. En 2022, il avait annoncé la suspension de son activité politique et de celle de son parti, le Courant du Futur, convaincu qu'aucune opportunité n'était possible pour le Liban sous l'influence iranienne. Il avait aussi justifié son retrait par le désintérêt international pour le Liban et les divisions internes. Ces conditions ayant changé, ce 14 février marque un nouveau tournant politique pour Saad Hariri dans un Liban en pleine transition. Donc, le 14 février 2005, un attentat à Beyrouth coûtait la vie à l'ancien Premier ministre libanais Rafiq Hariri, plongeant le pays dans une nouvelle ère d'instabilité. 20 ans plus tard, alors que le régime de Bachar al-Assad s'est effondré et que le Hezbollah traverse une phase d'affaiblissement, cette commémoration prend une résonance particulière. Dans ce contexte, Ahmed Fatfat, ancien ministre et témoin privilégié de cette période, revient sur cet événement marquant et sur l'héritage politique de Rafiq Hariri 2 décennies après sa disparition. Je vous propose de l'écouter. L'assassinat de Rafiq al-Hariri, c'était un moment dramatique parce que ça a coupé l'élan du pays. Ça a coupé l'élan de la reconstruction sur tous les niveaux du Liban. Économique, politique, social, éducationnel, sur le plan universitaire, sur tous les plans, sécuritaire, sur tous les plans. Rafiq al-Hariri n'était pas quelqu'un d'habituel dans la politique libanaise. C'était vraiment une exception. Des exceptions, je dirais. Une exception d'abord sur le plan libanais. C'était un homme de très grande dimension arabe internationale. Le 14 février, pour moi, était un jour vraiment, je dirais, plus de révolte qu'autre chose. Ça m'a donné comme ça une âme révoltante et révoltée contre tout ce qui empêche le développement de ce pays et l'avancement de ce pays. Malheureusement, beaucoup de Libanais du temps de Rafiq al-Hariri n'ont pas reconnu ce qui était Rafiq al-Hariri. Ils se sont rendus compte de l'importance de Rafiq al-Hariri après son assassinat. Il y a une chose essentielle, à mon avis, c'est que Rafiq al-Hariri est arrivé à remettre le Liban sur la scène arabe et internationale après la guerre civile destructrice.
Nous avons eu une guerre qui a duré pratiquement de 1975 jusqu'à 1989, donc nous avons presque 15 ans de guerre civile, avec des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, d'handicapés, des destructions massives, et il fallait tout reconstruire, tout ça sur tous les plans. Et personne d'autre que Rafik el-Hariri n'aurait pu faire ça. La perte était énorme, 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 vraiment, pour le pays. Avant Rafik el-Hariri, il n'y a jamais eu une unicité de leadership sunnite. Jamais, jamais. Depuis l'indépendance jusqu'à 96, je dirais, parce qu'entre 92 et 96, on ne savait plus où était vraiment la position de Hariri vis-à-vis de la communauté sunnite. C'est après 96 qu'on s'est rendu compte que vraiment Rafik el-Hariri représente complètement la communauté sunnite. Et en 2000, c'était beaucoup plus avec les élections extraordinaires qu'il a fait à Beyrouth et même au nord. Et malheureusement, on regrette beaucoup qu'il ne soit plus à côté de nous pour voir ce qui se passe actuellement, pour voir la chute de Bachar el-Assad, qu'il a toujours considéré, comme le dit Bassem el-Sabah, comme un petit garçon qui dirigeait un pays, avec des idées vraiment très primaires, et la fin de l'hégémonie de Hezbollah sur le pays, les deux étant accusés de l'assassinat de Rafik el-Hariri, comme l'a bien souligné le tribunal international spécial pour le Liban. Même sans citer le Hezbollah nominativement ou le régime syrien, parce qu'il ne pouvait pas le faire, le tribunal, étant donné que le tribunal avait été décidé avait un cadre bien déterminé par le Conseil de sécurité, où il était interdit de juger un État ou même un parti politique. Le tribunal a noté une chose qui peut passer peut-être anodine pour beaucoup de monde, en disant que la décision finale d'assassiner Rafik el-Hariri a été prise au moment où Rafik el-Hariri a intégré officiellement le groupe du Bristol. Le Bristol, c'était les prédécesseurs du 14 mars, où j'avais rejoint moi-même et Ghatas Khouri le Bristol depuis fin 2004. Mais Bassel Fleihan est arrivé au Bristol 3, et c'est Bassel Fleihan qui était vraiment le signe que Rafik el-Hariri a intégré le Bristol et qui préparait les élections pour dire à la Syrie, c'est fini, nous voulons être indépendants complètement. Et ça, à ce moment-là, que la décision a été prise de liquider définitivement Rafik el-Hariri. En ce qui concerne le retrait israélien, l'armée israélienne s'est dite prête à se retirer du territoire libanais et à transférer des zones à l'armée libanaise dans les délais prévus par l'accord de cessez-le-feu conclu sous la médiation franco-américaine, selon un haut responsable de la sécurité israélienne. Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré pour sa part que les États-Unis l'avaient informé qu'Israël se retirerait le 18 février, mais que son armée resterait déployée dans 5 endroits. Je les ai informés en mon nom et au nom du président, le général Joseph Aoun, et du Premier ministre, le juge Nawaf Salam, de notre rejet absolu de cette proposition, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ces déclarations sont allées de pair avec des frappes israéliennes sur des sites militaires du Hezbollah où étaient entreposés des armes et des lanceurs, selon l'armée israélienne. Des médias libanais ont rapporté que des chasseurs israéliens ont effectivement frappé des sites dans le sud du pays. Le Hamas a confirmé que 3 otages israéliens allaient être libérés samedi. Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué avoir reçu les identités de 3 otages israéliens. Il s'agit de Sacha Troupanov, ressortissant israélo-russe, Sagi Dekelchen, israélo-américain, et Yair Horn, israélo-argentin. Le groupe islamiste Hamas avait menacé de bloquer ces libérations en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord, notamment d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire en ruine. Une médiation menée par l'Égypte et le Qatar a permis de surmonter les obstacles qui mettaient en danger le cessez-le-feu. Sur un fond d'extrême tension avec la trêve fragile à Gaza et l'onde de choc provoquée par la proposition de Donald Trump
de prendre le contrôle du territoire palestinien et de déplacer ses habitants vers la Jordanie et l'Égypte, qui s'y opposent effectivement, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a entamé sa première tournée en Europe qui le mènera bientôt au Moyen-Orient. Après des échanges à Washington avec des dirigeants de l'Égypte et de la Jordanie, le secrétaire d'État doit se rendre en Israël, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis de dimanche à mardi. Marco Rubio a assuré dans son interview que les États-Unis étaient ouverts aux propositions des pays arabes sur Gaza, soulignant qu'actuellement le seul plan, c'est celui de Trump. Pour l'instant, le seul plan, ils ne l'aiment pas, mais le seul plan, c'est celui de Donald Trump. Donc s'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter, a dit le secrétaire d'État. Donald Trump a averti l'Égypte et la Jordanie de répercussions si ces deux proches partenaires des États-Unis n'acceptaient pas d'accueillir les plus de 2 millions d'habitants de Gaza, ravagés par près de 16 mois de bombardements israéliens depuis la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre 2023. L'Égypte doit accueillir un sommet des pays arabes le 27 de ce mois. Elle a annoncé qu'elle présenterait une vision globale pour la reconstruction de Gaza de manière à garantir que les Palestiniens restent sur leurs terres. La proposition égyptienne impliquerait la formation d'une nouvelle force de sécurité dans la bande de Gaza et une gestion du territoire par des dirigeants palestiniens selon des diplomates. Et puisque c'est la Saint-Valentin, mais pour les amoureux de la culture cette fois, voici la page de l'agenda culturel qui vous propose des événements intéressants à suivre la semaine prochaine. Et à croire qu'il ne s'agit pas seulement de la Saint-Valentin, mais aussi de la journée des femmes, puisque le programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science a choisi d'honorer 6 chercheuses pionnières du Levant et de célébrer leur contribution vers un avenir durable. Sélectionnées parmi une centaine de candidates, 6 chercheuses de différentes disciplines, allant de la psychologie à la biologie moléculaire, originaires du Liban, de Jordanie, d'Irak, de Syrie et de Palestine, ont été sélectionnées puisqu'elles mettent en évidence le rôle des femmes dans le progrès scientifique et inspirent les générations futures à bâtir un avenir meilleur. La cérémonie s'est déroulée au centre de formation de la Middle East Airlines à Beyrouth, sous le haut patronage et en la présence de l'ancien ministre de l'Information Ziad Makari. Monsieur Makari a salué la résilience et l'excellence des femmes, soulignant la capacité du Liban à surmonter les crises et à rester à la pointe dans de nombreux domaines grâce à ses talents ambitieux. Émilie Wahab Harb, directrice générale de L'Oréal Liban, a insisté sur la parité homme-femme à laquelle doit parvenir la science qui doit s'ouvrir pleinement à l'inclusion. La ministre de l'Environnement et présidente du jury, Tamara Zein, a pour sa part estimé que l'analyse de la place des femmes dans les sciences ne saurait se limiter aux seuls indicateurs quantitatifs tels que le pourcentage de femmes impliquées dans la recherche scientifique. Il est impératif, à son avis, d'analyser l'impact de la présence des femmes sur l'accès à l'ensemble du savoir scientifique, car l'enjeu de l'égalité ne se résume pas à la quantité, mais relève de droits fondamentaux. Enfin, merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau point d'information.